Donc il m'appartient maintenant, donc je suis Jean-Marie Serroni, il m'appartient d'animer cette table ronde autour nous venons de voir un certain nombre de points depuis le début de l'après-midi autour de cette idée du local, du global, comment l'agriculture va réagir après. Quand on a imaginé ce colloque, on était qu'est-ce qui se passe après. En fait, on n'est pas du tout dans qu'est-ce qui se passe après, c'est qu'est-ce qu'on est en train de jouer dans la saison 3. Hein, on ne sait pas encore pour combien de temps. Donc on est vraiment dedans. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation? On a vu tout à l'heure, on a été interpellé sur le fait que nous allons avoir à changer nos façons de penser, nos façons de regarder. On l'a bien vu sur la question des échelles, sur la question de l'articulation des échelles. J'ai bien aimé l'expression de Patrick, le local c'est fini. On est quelque part, il n'a pas osé le dire, mais on est en même temps, le local et le global. C'est une façon de penser. On a la crise de la Covid qui bouscule, peut-être qui crée des comportements nouveaux ou qui en accélère. C'est ce dont on va débattre tout de suite. Et ça se juxtapose, et Sophie nous l'a bien montré, avec à la fois l'impérieuse nécessité, non pas du plan, mais de l'agroécologie, de la transition agroécologique, qui est encore autre chose, et tu nous as bien montré que c'était, comment dire, ça pouvait s'imbriquer, c'était pas contradictoire, c'était pas un oxymore, voilà le mot que je cherchais, c'était pas un oxymore, et que tu avais des réserves fortes sur comment ça pouvait s'articuler avec les échanges internationaux. Et en même temps, on a bien vu dans la première partie de la table ronde, du colloque, qu'au niveau de la sécurité alimentaire mondiale, elle ne passait pas sans des échanges internationaux. Donc on est là aussi dans un monde extraordinairement complexe à gérer. Nous allons maintenant regarder cette crise que nous traversons, dans laquelle nous sommes, comment ça s'est passé, comment ça se passe au niveau de la chaîne agroalimentaire française. Sophie a bien mis en avant que notre système alimentaire avait été résilient. Et donc, ce que nous allons voir avec nos intervenants, à tous les maillons de la chaîne, la restauration, la mise en marché au sein de la filière, la transformation, la production. Donc ça fait plein d'échelles et vous dites mais comment on va faire? Ils sont que 4, mais ils sont 4 avec plusieurs niveaux d'intervention. On va regarder comment s'est faite cette résilience, comment on peut, ces entreprises, puisque ce sont tous des chefs d'entreprise, comment leurs entreprises, comment ils sont en train de voir pour adapter les objectifs et surtout les stratégies de leurs entreprises pour demain au regard de ce qu'on est en train de vivre. Et puis, on terminera en regardant plus précisément la question du local, de la proximité, enfin, ce terme un peu polysémique qui est en train de monter à l'agenda politique. Et il monte tout simplement parce que chacun y met ce qu'il a envie d'y voir, donc ça plaît à tout le monde. Et j'ai bien aimé le terme de célébration du local qui a été employé par Patrick, enfin, célébration au sens anglo-saxon du terme, mais qui n'est quand même pas très éloigné d'une autre, célébration du local. Avant de vous présenter nos panélistes, je vous rappelle, vous êtes à peu près 200 devant votre écran à nous écouter, à nous regarder. Enfin, du moins, il y a 200 écrans allumés, j'espère que vous êtes derrière. Pour faire de l'enseignement, on sait que ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous nous le prouverez par les questions que vous posez avec le chat. Alors, ceux qui sont habitués avec Zoom, en général, le chat est à gauche ou au centre. Là, apparemment, il est à droite. Je crois qu'il y avait un slide qui vous le présentait. Donc, n'hésitez pas pour poser vos questions. Alors, je vais vous présenter nos panélistes. Et je vais leur demander. Donc, je vais démarrer par Christophe. Donc, Christophe Bonneau, qui est directeur des relations agricoles du groupe Intermarché Les Mousquetaires. Christophe, en 2 mots, 2-3 chiffres. Les mousquetaires Intermarché, qu'est-ce que c'est? Alors, tout le monde connaît, mais j'imagine, mais les points forts au regard de notre problématique. Merci Jean-Marie, bonjour tout le monde. Donc le groupement des mousquetaires, c'est un groupe de chefs d'entreprise indépendants, dont une des plus grosses activités est l'alimentaire, avec un statut unique de producteur et commerçant.
Donc les producteurs chez les mousquetaires, c'est Agro Mousquetaires, donc 62 unités de production et 23 bateaux de pêche et 11 000 personnes qui travaillent. Je m'excuse, quand tu dis unité de production, en fait, c'est des usines de transformation. C'est de l'agroalimentaire. Tout à fait. C'est de la transformation. Le vous n'êtes pas paysan. Non, c'est production de produits alimentaires. Donc, et pêcheurs, premier armement de France. Ouais. Et 23 bateaux de pêche, tout à fait. Donc 11 000 personnes qui travaillent pour fabriquer ces produits aux marques propres d'Intermarché Netto, qui sont les commerçants. Donc troisième distributeur alimentaire français avec 2100 points de vente en France, plutôt de taille moyenne, supermarché, avec sur ces deux entités donc une organisation qui est focalisée sur le mieux produire pour mieux manger, et notamment à travers nos marques propres qui sont fer de lance de notre recherche de différenciation et de fidélisation des clients à nos magasins et à nos marques. Ok. Donc Jérôme Velin, vous êtes directeur des achats et de la logistique d'Elior France, donc premier restauration collective de France, je crois. En quelques mots, Elior. Alors, Elior, effectivement, on est leader de la restauration. On travaille sur plusieurs secteurs, l'entreprise, l'enseignement et la santé. On a 45 000 salariés, toute activité confondue, qui servent 1 million de repas chaque jour sur 9 000 sites. On a une mission. Notre but, c'est servir une cuisine saine, savoureuse et durable. Donc, on reprend beaucoup d'éléments, mais il y a vraiment bon pour le goût. Il faut se faire plaisir. Et on fait ça de la petite enfance jusqu'au dernier âge. Voilà nos missions. En passant par la caisse prison. Tout à fait. Si j'ai bien compris notre échange téléphonique. Nous sommes opérateurs de services essentiels. Voilà. Effectivement, pendant la crise, on a pu assurer nos missions. D'accord. Donc Christophe Grison, donc d'abord et principalement agriculteur dans l'Oise, céréalier maraîcher, je te laisse te présenter, et en même temps président de la coopérative Alfrance et vice-président de COP de France. Donc vous voyez que nos panélistes ont plusieurs registres de responsabilité. Oui, bonjour à tous, donc, je m'appelle Christophe Grison. Je suis agriculteur depuis 30 ans, principalement à la base j'étais céréalier, un petit peu de betterave sucrière, du colza. Et puis à 5 ans, on s'est lancé dans une diversification maraîchage. Et effectivement, on en a beaucoup parlé depuis le début de notre colloque en circuit court, avec un magasin à la ferme et un distributeur automatique aussi qui a été implanté sur la ferme pour pouvoir livrer des produits frais 24 heures sur 24 aux gens qui travaillent pas très loin de mon village. Voilà. Et parallèlement, oui, effectivement, comme tu le dis, je suis rentré en responsabilité, on appelle ça politique agricole, il y a environ une vingtaine d'années. Et puis au fur et à mesure des années, voilà, je suis devenu président de la coopérative Valfrance. Valfrance, très simplement, collecte 800 000 tonnes de céréales en Seine-et-Marne et dans l'Oise. Il y a 1400 agriculteurs. Et donc là, ça paraît gros, mais c'est aussi local, hein, parce que on fait du blé. Ce blé est livré à la meunerie. On en parlera dans la table. C'est local quand même. Ok. Et donc Stéphane Layani, donc PDG de Rungis, la société qui gère Rungis, et quelque part la plateforme, l'écosystème de mise en relation de tous ces acteurs à travers la marchandise. Jean-Marie, tout le monde connaît Rungis évidemment. Mais tout le monde ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. C'est le plus grand marché du monde. Il faut que j'appuie, me dit-on, Oui, sur le bouton et on m'entend mieux. Donc le plus grand marché du monde avec 10 milliards de chiffre d'affaires chaque année, 3 millions de tonnes de produits, on sert 20 millions de consommateurs, principalement en Île-de-France et dans le nord de la France, et on est aussi le seul, vraiment le seul service public alimentaire, puisque nous sommes un service public, et enfin, on est, pour se différencier de mes amis distributeurs, nous sommes aussi distributeurs, mais nous sommes surtout les spécialistes de la logistique du produit frais. Et donc nous ne sommes pas un marché de produits transformés. Nous sommes un marché de produits frais où on rencontre environ 400 agriculteurs. Je considère que les coopératives sont des agriculteurs et ces 400 agriculteurs vous nourrissent en Île-de-France et dans le monde toute l'année. Voilà. Et puis on fait l'essentiel du local, des produits locaux d'Île-de-France, puisque plus de 60% des produits d'agriculture d'Île-de-France sont distribués sur le carreau des producteurs d'Île-de-France chaque année, et on a un succès toujours
renouveler en la matière. Merci. Alors donc, cette chaîne alimentaire, au mois de mars, les consommateurs se sont rués dans les magasins ayant peur de manquer. Et au bout du bout, on n'en entend plus parler. On a entendu rapidement parler d'agriculteurs qui ne trouvaient plus de débouchés, notamment ceux qui faisaient de la vente de proximité, de la vente directe. Donc cette résilience, comment s'est-elle passée? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Et je vais démarrer par celui qui a sûrement eu le moins de difficultés à régler, c'est Elior, puisque vous avez perdu 70% de votre activité, je crois, vous me disiez lors du premier confinement. Et donc comment ça s'est passé et comment ça se passe dans le deuxième confinement, et aujourd'hui où on n'est plus confiné, mais on est assigné à résidence à partir de 18h. Exactement. Donc les deux confinements nous ont affectés durement et très soudainement. Donc ça, c'était une nouveauté. Notamment, nos sites s'étaient arrêtés. On avait de nouveaux protocoles sanitaires pour les sites qui continuaient à fonctionner. On a eu effectivement des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et on a dû régler ça très rapidement et en nous adaptant. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement l'ensemble de nos convives, de nos clients ont été fortement affectés, mais cette crise, elle a surtout accéléré des tendances qui existaient déjà. Et ça, je pense que j'ai de là entendu. Effectivement, on retrouve... Quelles tendances qui vous paraissent les plus fortes? Donc, c'est des nouvelles attentes sur... Alors, je reviens parce que c'est ce sur quoi on promeut. Une cuisine qui reste bonne, on se fait plaisir. On est en France, effectivement. La gastronomie française est importante. Elle n'était pas bonne avant? Elle est bonne, mais ça reste important. On a parlé d'un mouvement du qualité-prix vers je connais ce que je mange. Donc, de la transparence, effectivement, et je me fais plaisir. On voit aujourd'hui avec le télétravail, il y a beaucoup de gens effectivement qui ont perdu ce lien social et de qualité de produits. Donc c'est effectivement, on cherche à le conserver. Donc de nouvelles attentes, mais également plus de flexibilité par rapport notamment à l'essor du télétravail. Alors nous, on s'était préparé effectivement avec des innovations culinaires en termes de qualité de produits, sécurité alimentaire, transparence sur les produits, mais également avec des innovations digitales qui permettent... Et quand on perd brutalement 70% de son activité, comment on réagit? On met des équipes dédiées pour s'adapter, puisqu'on avait encore une activité qui restait critique, la santé. On opère beaucoup dans la santé, et vous imaginez... À ce moment-là, c'était critique. Il y a des collectivités territoriales, on a parlé des prisons, les EHPAD, on était présents, et donc on devait continuer notre activité. Alors effectivement, on a dû s'adapter pour fermer, ça c'était nouveau. On travaille notamment avec des produits frais. Quand on arrête soudainement un restaurant en 3 jours, effectivement, une de nos missions, c'est la limitation du gaspillage alimentaire. On s'est mobilisé là-dessus pour continuer les activités qui restaient en marche. Effectivement, on a dû s'approvisionner en étant relativement agile, en étant proche de nos producteurs. Et au niveau de la logistique, comment ça s'est passé? Alors, il n'y a pas eu de perturbation majeure. Et effectivement, je pense que l'ensemble des acteurs se sont adaptés de telle sorte à pouvoir continuer à garantir la production, mais également la mise à disposition, puisque effectivement... moi, mes équipes achètent, mais on doit mettre à disposition sur les sites avec des produits frais, des rotations fortes. Donc, on s'est adapté avec les producteurs, avec les distributeurs. Effectivement, il y a eu des tendances à la localisation, à la recherche de produits disponibles. Il y a eu des reports forts de produits, notamment dans la transformation alimentaire, vers des produits de la GMS. Donc, on a dû s'adapter, mais au final, on a fait notre métier, effectivement, de pouvoir produire des produits. Donc, je pense qu'on avait des choses déjà dans les cartons. Ça nous a poussé, nous, à déployer des offres, effectivement, notamment sur la flexibilité, mais tout en gardant ce côté transparence sur les produits. Et donc ça, c'est des éléments porteurs pour demain. Donc, on les a mis en œuvre très rapidement. On a dû aussi, puisqu'on a des fondamentaux de responsabilité, sécurité alimentaire. Ce qu'on sert, ça doit être sain. Les personnes qui mangent chez nous, effectivement, il ne faut pas qu'elles soient malades. Dans le cadre des nouveaux protocoles, on a dû assurer, bien sûr, la sécurité de nos salariés, mais également la sécurité des convives, et ça, le mettre en œuvre fortement.
Donc pour moi, ce qui est durable, c'est l'innovation. C'est à nouveau, les gens veulent toujours des choses différentes, des offres plus flexibles dans le temps, dans l'espace, mais également la responsabilité autour de la sécurité alimentaire, mais également des ingrédients. Et en matière de restauration, durables. une offre flexible, de manière Alors, illustrée. on va dire Enfin, moi qui ai longtemps mangé dans les cantines, qu'est-ce que ça veut dire une offre flexible Exactement. quand j'ai mon plateau dans la chaîne du... L'offre de du restauration traditionnelle, avec effectivement, je peux déjeuner entre midi et 14h, je descends dans la salle de restauration, je prends mon plateau, j'ai différentes offres et ensuite je paye auprès d'une ligne où je dois faire la queue, après je dois trouver ma place. Ça, on doit le conserver puisque ça fait partie d'une offre de restauration qui a encore plus de sens, et moi je le vois dans toutes les entreprises sur lesquelles il y a beaucoup de télétravail, quand les gens viennent, effectivement, ils sont contents d'avoir ce lien social autour d'un bon repas. Donc ça reste. Néanmoins, il y a de plus en plus, mais ça existait avant, des offres sur lesquelles, ce qu'on appelle du click and collect, sur le fait que quand il fait beau, je prends une offre de restauration froide, mais également chaude, je vais la manger dehors. et je vais la manger dehors. Je peux commander directement sur mon smartphone et aller chercher mon offre. Ces offres vont se développer, puisque avec le télétravail, il y a beaucoup de réflexions. Nous, on fait des offres de click and collect. Il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant « Mais est-ce que je peux prendre également un repas pour le soir ?» Et donc, on s'adapte de telle sorte à pouvoir offrir ce type de repas et continuer à explorer les nouvelles attentes de nos convives. Si vous avez, nos amis panélistes, là, si à un moment donné vous voulez compléter ou contredire, n'hésitez pas. Et Chantal et Pascal, quand vous avez une question, vous me faites signe. Donc, du côté de la restauration, donc, ça a été une baisse d'activité brutale et rapide. Du côté de la distribution alimentaire, c'était plutôt le contraire, non ? Du moins des changements de flux, des changements notamment dans le premier confinement, des changements de lieux, puisqu'il y a eu des migrations de la région parisienne vers l'ouest, vers le sud, vers les côtes. Et donc il y a eu, j'imagine, des changements de flux, des changements d'approvisionnement importants à gérer. Comment ça s'est passé dans le groupe Intermarché, avec votre particularité d'avoir vos propres usines pour partie? Oui, alors ça a été l'adaptation à tout moment, parce qu'on a eu quand même des temps extrêmement forts pendant cette crise, notamment le premier confinement, avec une ruée vers certains produits. Parle plus près du micro peut-être, ou tire ton micro vers toi. Voilà, bon, c'est vrai que on a su faire face à cette crise par rapport aux spécificités de notre organisation. La première chose, c'est la proximité de nos magasins. Donc on a un magasin tous les 17 km en France, donc à partir du moment où on empêche les gens de circuler, le réseau permet de répondre à la demande. Donc ça, c'est un point important. Pareil aussi, lorsque le e-commerce progresse, on a le plus grand parc de drive en France avec 1500 drives. On a su aussi répondre à cette demande qui a été instantanée sur le e-commerce. D'autre part, notre intégration à la fois au niveau logistique avec notre propre base et aussi nos usines ont su répondre à la sollicitation du flux logistique qui a été aussi soudain, dans un contexte de fermeture d'école, dans un absentéisme un peu plus important, des volumes supplémentaires. Donc c'est vrai que là-dessus, on a très rapidement organisé les gammes, la production, la logistique pour réduire et se concentrer sur les volumes essentiels. Donc vous avez, face à l'afflux, vous avez réduit Tout à fait, on a rétréci la largeur de la gamme. On devait faire face à des augmentations de production au-delà de 50%, avec 15 à 20% d'absentéisme lors du premier confinement. D'absentéisme dans vos équipes. Oui, du fait des fermetures des écoles. Donc les jeunes parents n'avaient plus personne pour garder les enfants, et puis des gens qui étaient aussi malades. Donc il a fallu réduire les gammes fortement, se concentrer sur les gros volumes, pour pouvoir répondre à cette instantanéité d'accroissement de volume. Donc ça a été... Alors c'est vrai pas trop de rupture au niveau des approvisionnements? Alors, bien sûr, tout ce qui a été... toutes les gammes qui ont été arrêtées, forcément, étaient en rupture. Mais on a réussi à approvisionner les magasins tous les jours. Il y avait des ruptures au cours de la journée, mais le lendemain matin, les rayons étaient re-remplis. Donc ça a été un énorme travail. Donc c'est vrai que notre organisation intégrée a permis de faire face à ça. On a eu des taux de service beaucoup plus
beaucoup plus important que nos concurrents, que nos fournisseurs, parce qu'on a eu cette capacité de s'adapter. D'où vos gains de part de marché. L'autre point important, c'est aussi le modèle chef d'entreprise avec des patrons qui étaient dans leur magasin sur le terrain, qui ont aussi pris des actions très rapides. Il n'y a pas besoin de comité central d'entreprise dans ces cas-là. Donc avec des changements d'organisation dans les magasins, avec des mises en place de plexi pour protéger par exemple les caisses, avec la protection du personnel, rassurer les clients qui avaient peur d'être contaminés par rapport aux courses, nettoyer les caddies. Donc tous ces protocoles qui se sont enchaînés pendant cette période, on a réussi à les mettre très rapidement par cette organisation décentralisée, tout à fait. Puisque tu me disais, quand on a préparé, il y a aussi les responsables, puisqu'ils étaient propriétaires, qui, face à certaines ruptures, se sont débrouillés localement, ont généré de nouveaux circuits. Tout à fait. Donc c'est vrai que le modèle chef d'entreprise a permis aussi, lorsque la chaîne d'approvisionnement centrale, nationale, était très tendue et en rupture, de s'approvisionner en local. Donc on avait des œufs tous les matins dans les rayons, parce que les adhérents dans leur tissu local ont vu des producteurs venir les voir aussi, puisque les marchés étaient fermés, la restauration aussi, donc ils avaient des produits qui n'étaient pas forcément dans les référencements nationaux, et donc très rapidement ces produits se retrouvaient dans nos rayons. Et pendant le second confinement, comment ça s'est passé de manière différente? Disons que les protocoles sanitaires étaient déjà en place, donc les volumes ont été moins importants, moins d'absentéisme, puisque les écoles étaient ouvertes. La restauration s'était aussi organisée par rapport à tout ce qui est e-commerce. Donc voilà, donc les flux étaient moins importants, ça s'est passé plus facilement. Après, la difficulté du deuxième confinement, ça a été l'histoire des rayons essentiels, non essentiels, qu'il a fallu fermer à la dernière minute. Et puis actuellement, c'est aussi le problème du confinement. Le raccourcissement de la journée, voilà, notamment par rapport à la période forte de la fin de journée après le travail, comment ça se gère pour vous, ça, les flux? Effectivement, c'est des ouvertures de magasins qui sont sur des créneaux plus courts. Donc il faut gérer la distanciation et le nombre de personnes dans le magasin. Donc on a des questions, oui. Chantal? Alors, on a une juste question un point peut-être complémentaire. Excuse-moi, Christophe. C'est aussi le fait que notre stratégie était vraiment en ligne, ça a été dit par les exposants avant, avec ces tendances de consommation qui s'accélèrent. Donc on était déjà le ça a accéléré ce que vous aviez prévu. C'est déjà l'image prix de l'enseigne qui est important, parce que l'image, le prix reste quand même dans ce contexte économique et social difficile quelque chose d'important. Et puis également toutes les gammes qu'on avait développées, à la fois sur le Made in France, parce que le local ça commence par le Made in France, et puis ensuite tous les produits santé, puisqu'on a aujourd'hui le consommateur qui est plus inquiet pour sa santé, mais aussi qui fait un lien très fort entre sa santé et son alimentation, et qui est à la recherche de produits sans additifs, de produits agroécologiques, bio, etc. Donc ça, c'est des gammes que nous avions déjà dans nos rayons et que nous sommes en train de développer encore plus en avant. Voilà. Alors, il y a une question sur la restauration collective, justement, et une question dans le cadre d'un tarif par convive contraint. Est-ce que le coût d'une plus grande flexibilité ne risque-t-il pas de se faire au détriment des produits locaux, bio, signes de qualité, etc. Jérôme? Alors, effectivement, on a, nous, deux types de marchés. Des marchés sur lesquels le convive peut choisir ce qu'il va prendre et potentiellement mettre un petit peu plus d'argent, et d'autres marchés sur lesquels le prix est contraint. Et donc là, c'est effectivement un équilibre, mais qui se fait toujours avec le client, de telle sorte à répondre aux tendances et aux besoins. Comme vous l'avez précisé, il y a des besoins de manger plus sain, avoir une bonne nutrition, une expertise, mais c'est là où nous, on a un savoir-faire de telle sorte à pouvoir trouver des produits qui sont nutritionnellement sains, mais qui ont aussi un équilibre économique. Donc, c'est complexe. On va dire qu'il n'y a pas d'équation très simple en disant, effectivement, si on fait une cuisine 100% bio ou 100% à base de SICO, il y a un impact économique, mais il y a un équilibre qu'on peut trouver à nouveau avec des bons produits et un équilibre entre des produits de label, des produits qualité, des produits locaux,
des produits bio, mais un mix qui permet également d'avoir un impact économique qui reste un élément critique pour l'ensemble des convives. De la chasse au gaspillage, j'imagine, c'est comme les cantines de collectivité, c'est un levier majeur pour eux tout de suite. Ça, c'est en plus un de nos axes sur lequel on a déjà travaillé mais qu'on renforce, où tout ce qui est limiter le gaspillage alimentaire, évidemment, a aussi un impact économique. Et donc ça nous permet de gérer cet équilibre avec le client et le convive, les deux. Chantal, Pascal, d'autres... Une question toujours en restauration collective, l'acceptabilité des menus véganes. Alors, nous, à nouveau, nous proposons une offre multiple, donc avec des protéines animales et des protéines végétales. On a une discussion, on a des commissions de restauration avec nos clients qui nous permettent de proposer un menu aussi divers, varié, et en adéquation avec ses besoins. Donc oui, effectivement, on promeut la protéine végétale, mais on conserve également une protéine animale qui a ses valeurs nutritives, qui fait partie également de l'histoire culinaire de la gastronomie française, qui fait partie des goûts des convives. Donc à nouveau, c'est un équilibre et pas un changement majeur, drastique, vers l'alimentation ou la protéine végétale. C'est un mix qui se fait. Également, il y a des éléments économiques, il y a des éléments de disponibilité. On parlera des produits, mais ce qu'ils recherchent dans les nouvelles tendances, des produits frais, de saison, respectueux de l'environnement. Quand on prend un produit de saison, on n'a pas tous les produits tout le temps. Donc, il y a cet équilibre. Sur les viandes, il y a des équilibres avant-arrière, où effectivement, il y a souvent plus de consommation à une certaine période de l'année. On peut rééquilibrer également avec le convive et expliquer que quand on a un animal entier, il faut manger l'avant et l'arrière. Il peut y avoir des méthodes de conservation via la surgélation. Mais effectivement, il y a l'ensemble de cet équilibre à respecter. Mais vous, quand vous sourcez, vous achetez des animaux entiers ? Non. Non, vous achetez du piécé. On peut avoir des partenariats spécifiques sur lesquels on s'engage effectivement sur l'ensemble de l'animal, mais aujourd'hui, c'est via nos distributeurs qui nous permettent effectivement de gérer cet équilibre. Mais on peut avoir des engagements. Qui font matière, oui. Exactement. Mais on peut avoir des engagements avec certaines filières. Vu du côté de l'agriculteur, Christophe, après je te pose la question comme le responsable de COP, mais d'abord l'agriculteur sur ta ferme, comment ça s'est passé ? On dit souvent que les agriculteurs, ils n'ont pas vu le confinement puisqu'ils étaient, aussi... Nous, on était bloqués chez nous, vous étiez libres dans vos champs. On a eu un grand privilège de pouvoir circuler librement par rapport à pas mal de gens qui étaient contraints à rester chez eux. Nous, on pouvait, pour raisons professionnelles, bien sûr, on pouvait circuler. Et nous, on a une activité économique, au contraire, qui a augmenté. Parce que, donc, comme je le disais, dans ma partie maraîchage, j'ai un magasin à la ferme, j'ai un distributeur, et du coup, on a eu de nouveaux clients qui sont venus à nous, puisqu'ils étaient confinés dans leur maison de campagne, ou même des gens qui ont choisi la proximité. Donc, on a découvert des nouveaux gens. Alors, ça, c'était le côté positif. Le côté négatif, dès qu'on a été de nouveau libérés, il y a plein de gens qu'on n'a jamais revus. Ah oui, ils ne sont pas restés. On les a revus au deuxième confinement. C'était purement opportuniste. Oui. Ça, c'est une partie. Mais bon, il y a quand même une partie de gens, et c'est la majorité, et Dieu merci, est resté fidèle. Et on a vraiment augmenté, donc clairement, on a augmenté nos chiffres d'affaires par rapport à la crise sanitaire. Alors bien sûr, notre magasin est modeste. Hein, c'est un petit magasin de 30 mètres carrés. Il a fallu pas plus de 3 personnes en même moment, tout le monde masqué, du gel, enfin voilà, tous les gestes barrières à mettre en place sur le magasin. Former mes équipes aussi. Je sais que tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez parlé des problèmes de main-d'œuvre. Je peux vous dire que pour le maraîchage, voilà. Le problème numéro 1, c'est la main-d'œuvre. C'est que ça. Moi-même, j'utilise, j'ai un groupement d'employeurs pour gérer justement les flux de main-d'œuvre. Donc là, j'ai des retraités, j'ai un alternant, j'ai un handicapé, j'ai 3 permanents, j'ai des saisonniers, donc je jongle un peu avec tout ce panel-là. Mais j'ai eu beaucoup de demandes de gens qui venaient. Mais ils venaient parce que par curiosité ou pour sortir de chez eux. Après, quand je leur proposais un CDI, c'est pas pour autant qu'ils signaient le CDI. C'est ça qui est dingue. Ils avaient découvert que la terre était basse entre deux, peut-être. Ouais, pourtant, chez moi, on essaie de trouver des conditions de travail optimisées pour pas que les gens soient trop fatigants. On a quand même mécanisé un petit peu et voilà, on travaille un peu en hauteur. On fait attention aussi au bien-être. On parle souvent du bien-être des animaux, mais je considère qu'il faut aussi parler du bien-être des salariés. Il faut être attractif dans notre métier. Et donc, voilà, j'ai plus souvent tendance à dire que de temps en temps, ça se passe mieux que des retraités ou des gens passés la quarantaine, cinquantaine, que des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Voilà.
Donc beaucoup d'évolutions. Alors on a augmenté nos horaires, le magasin, bien sûr, on a amplifié l'horaire. On a ouvert un site internet pour avoir du click and collect. On s'adapte un peu au mode de la grande distribution. C'est-à-dire que tu avais de l'afflux et en plus tu en générais encore plus. C'est-à-dire on peut commander sur internet et à n'importe quel moment de la journée venir chercher sa caisse avec des produits frais dedans. Et puis j'ai travaillé des partenariats avec des éleveurs. Voilà, on élargit la gamme. On a élargi la gamme. Voilà. Donc par contre le moins c'est qu'on travaille avec des restaurateurs. Là, le parti restauration s'est vraiment calmé parce que forcément les pauvres n'avaient plus l'activité. Et puis par contre, voilà, des nouveaux partenariats. J'ai travaillé avec Intermarché aussi, puisque apparemment, chaque gérant d'Intermarché est autonome. Donc j'ai travaillé avec l'Intermarché de Nanteuil-le-Haudouin et le Netto de Crépy-en-Valois. Et on a vendu des choux-fleurs directement. Personne nous écoute et ils payent bien ? C'est moins intéressant quand je vends chez moi, mais j'ai constaté qu'au moins... Mais une fois que tu as déduit tes charges de travail, de vente. Il ne faudrait pas que je fasse que ça, ou alors il faudrait que je modifie mon système. Il faudrait augmenter la taille, la surface, alors que moi, mon maraîchage est petit, hein, c'est 2,5 hectares et 2500 mètres carrés de serre. C'est pas grand. Néanmoins, voilà, j'ai quand même pas mal d'activités quand même grâce à ça. Donc voilà, et puis donc nouveau partenaire avec Intermarché, la restauration KBC, et puis voilà, l'internet qui a fait la différence, et ça continue l'internet. C'est-à-dire même aujourd'hui, on peut commander et venir chercher ce soir un panier à 17h30 avant le couvre-feu. Et le distributeur automatique, ça marche bien ? Oui, alors oui, une grosse activité au niveau du distributeur automatique. Mais le distributeur automatique, c'est pareil, faut penser aussi à la logistique derrière. C'est-à-dire qu'on soit le jour de Noël, le 31 décembre ou le dimanche, il faut remplir la machine entre 5 fois, on va dire, en période normale, et environ 18 fois lorsqu'on est dans la période des fraises. Dans la journée ? Oui. Donc ça veut dire 18 fois dans la journée. Ça veut dire que ça demande quand même une personne dédiée presque toute la journée, quoi. Voilà. Donc c'est une vraie activité. Et c'est mieux que d'avoir le gars qui les vend directement sur un étal. C'est la question qu'on peut poser, mais il y a des gens qui ne souhaitent pas, alors encore plus dans cette période de confinement. Ils veulent pas le contact. Oui. Non, par exemple le samedi, moi, je fais un peu le stagiaire, on va dire, j'aide les équipes, et quand je vois des gens qui vont au distributeur, qui viennent pas au magasin, j'essaie d'aller les rechercher en disant mais venez, on a un magasin. Ah non, mais moi le distributeur, et puis alors moi je suis infirmière, je veux voir personne, et hop, on tape mon code, terminé, où il y a des gens qui sont un peu plus, frileux avec le contact humain en ce moment, c'est tout. Puis il y a des gens qui n'ont pas non plus l'envie d'avoir la chaleur humaine, faire la queue aussi, parce que comme on fait rentrer les gens que 3 par 3, oui, l'avantage du distributeur, tu arrives, tu payes en carte bleue, et tu pars avec tes pommes de terre, tes choux, tes œufs. Et le président de la COP, comment il a vécu ça au niveau de sa COP Alors, donc déjà, sur la période d'automne, sur la période de printemps et sur la période d'automne, qui sont quand même deux périodes très différentes au niveau de vos activités. Alors nos intervenants d'avant l'ont dit, on a une certaine résilience. La logistique a tenu le choc. Moi, ma coopérative, alors on parle du circuit court, mais moi par exemple sur ma ferme, je fais 1200 tonnes, j'ai calculé vite fait, je fais environ 1200 tonnes de blé. C'est sûr que je ne peux pas vendre ça en circuit court, hein. Donc ma coopérative collecte ce blé, le valorise pour ma part parce que je ne suis pas un spéculateur, et je fais confiance à ma coopérative qui me donne un bon prix à la fin de l'année une fois qu'elle a fait toutes ses opérations. Et tu vas en confiance. Et nous on travaille en partenariat avec des meuniers, des industriels, on exporte aussi des céréales, et donc on a 800 000 tonnes de céréales qui sont vendues. C'est presque du local parce que la meunerie parisienne. Et pendant la crise, là, tu as eu à gérer des problèmes d'effectifs, des problèmes de. Non, effectivement, on a eu quelques. Dans certaines familles, quand les enfants étaient à charge, c'était un peu plus compliqué, mais on a mis tout de suite en place du télétravail. On a tout de suite imposé des gestes barrières pour pas que les agriculteurs aillent au contact des salariés. Il y a 160 salariés dans la coopérative. Donc il ne fallait pas que les salariés soient trop au contact des agriculteurs au cas où. Donc il a fallu qu'on explique un peu les règles. Vous ne rentrez pas dans le bureau, vous restez dehors, vous donnez votre bon, vous allez vider dans telle fosse, et voilà. Mais tout ça, ça s'est bien géré. On n'a pas eu de cas avérés. Sauf là, depuis une semaine, on a 3-4 cas qui ont été déclenchés. Et au niveau des appros, Sophie l'a souligné, on est très dépendant de l'extérieur, et voire de l'extérieur très lointain pour les molécules des produits phyto qui sont assemblés en Europe, mais qui c'est comme le médicament, c'est en Inde et c'est en Chine, si ma mémoire est bonne. Mais nous, on l'anticipe presque N-1. En fait, les commandes sont faites presque une année avant. L'engrais, forcément, on ne va pas l'acheter là pour le mettre au mois de mars. Il est déjà négocié une année avant. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des petites tensions. D'ailleurs, certains agriculteurs ont fait un peu comme le particulier lambda dans son supermarché à se ruer sur le papier toilette et la farine. Nous, on a certains agriculteurs, ils se sont rués pour aller acheter de l'engrais en pensant qu'il n'y en aurait plus le lendemain. Donc on a eu la même logique chez nos agriculteurs. Et pour la campagne 2022, alors, si ça se fait un an d'avance, ça se... Alors par contre, ce qui nous embête plus, c'est que là, le prix du pétrole remonte, et du coup, l'engrais remonte aussi énormément, et là, ça flambe. Donc voilà, c'est toujours le problématique de notre métier. Et donc là, vous vous couvrez ou vous attendez que ça rebaisse? Oui, on se couvre. On ne peut pas tout acheter sur un coup.
on spécule pas, on achète progressivement, comme on vend nos céréales un petit peu tous les mois, parce que si on avait tout vendu en ce moment, effectivement, le prix est bon depuis quelques semaines, mais bon, il a monté doucement. Voilà. Nous, on aime bien, c'est quand ça, on n'aime pas comment dire, quand ça monte trop haut ou ça baisse trop vite. Il faut que ça soit stabilisé. C'est ce qui nous manque en agriculture, c'est un peu de vision sur quelques années. Ok. Et Stéphane, pardon. Oui. Alors, il y a des questions qui remontent du chat, donc je vais vous les donner vas-y. En vrac. Hein. Il y a une première question qui concerne les expérimentations de commandes collectives dans les cantines auprès de producteurs locaux. Est-ce que ça fonctionne? Enfin, un peu Charles, si tu veux bien, tu leur poseras tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, quand on aura vu plus l'aspect local. Autre question aussi qui concerne plusieurs d'entre vous, qui est finalement la dépense des Français, des citoyens, s'est réduite puisqu'on ne peut pas sortir, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de lieu culturel. Est-ce que vous observez un déport sur l'alimentation, de là où vous êtes? Outre les 100 milliards d'épargne qui ont été constitués pendant le premier confinement. Mais c'est plutôt le contraire. Hein. Voilà, franchement, je vais répondre à cette question avant de répondre aux questions de Jean-Marie, mais ce qui s'est produit, et ça a eu un effet sur le consommateur, c'est que les gens ont eu l'impression, mais c'était vraiment une impression, que les prix ont augmenté. Et pourquoi ils ont eu cette impression-là? C'est parce que leur budget alimentaire a explosé du fait de la disparition de la restauration collective. Quand on fait 3 repas ou 2 repas par jour à la maison alors qu'on n'en faisait qu'un, et avec des enfants, avec une partie du repas qui est socialisée, eh bien ça fait une très forte hausse des prix dans la tête des gens, mais en fait du budget des gens. Et donc en réalité, je pense que si des études sont faites, le pourcentage consacré à l'alimentation a plutôt augmenté cette année dans le budget des ménages. Est-ce qu'il a augmenté au global? Non. Mais dans le budget des ménages, il a augmenté. J'ajoute que ça a eu une autre conséquence que nous, on a vécu de façon incroyable, c'est qu'il y a eu une hausse tout à fait considérable de la précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui mangeaient grâce à la cantine, qui mangeaient moins, et qui sont venus auprès d'associations de toutes sortes, on est passé le Secours catholique. De personnes et donc, nous, on donne chaque année entre 600 et 7 millions de tonnes à Rungis de produits frais aux associations. Et cette année, le potager de Marianne, qui est le grossiste de l'aide alimentaire, eh bien, le potager de Marianne a donné 1000 tonnes de produits frais sur l'année 2020. Donc, il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu de baisse ou de report, mais en revanche, il y a eu une tension sur le budget des ménages. Voilà. Et qu'on commence à voir sur le bio, là, je crois que la progression du bio se tasse. Hein, enfin, on ne sait pas encore exactement, mais c'est vraisemblablement sur la question du prix qui redevient... Enfin, je ne sais pas si tu le constates dans le... Oui, tout à fait. On avait des belles croissances du bio qui étaient notamment tirées par une offre qui augmentait et la GMS avait un rôle important là-dessus. Et depuis le premier confinement, on a une croissance qui s'essouffle. Et la première raison, c'est effectivement le contexte économique et social. Je voudrais rajouter à ce qu'a dit Stéphane, c'est effectivement les achats étaient concentrés principalement sur l'alimentaire puisque le reste était fermé pendant la période. Donc avec cette perception d'acheter beaucoup d'aliments. Avec deux autres choses ont apporté cette perception aussi, c'est l'arrêt de la distribution des prospectus, donc on n'avait pas les promotions habituelles pendant la période. Donc, et puis aussi on a basculé beaucoup en produits français, notamment sur les fruits et légumes, en arrêtant l'importation, notamment lorsque les fraises n'étaient pas vendues, les fraises françaises à la saison. Et donc ça a fait monter le panier moyen, même si le prix de base n'a pas bougé. Tout à fait. Donc ça a donné cette perception qui a été donnée. Je donne la parole à Stéphane, puis je reviens vers toi. Oui, vas-y Christophe. Oui.
Rapidement sur le bio, non, la coopérative Alfrance, on collecte 6000 tonnes de bio, donc on a toujours, comme je te disais, on a des partenariats, les prix sont déjà marqués, et on a eu beaucoup de demandes de report d'industriels qui disent non, finalement, je n'ai pas la demande, donc est-ce que je peux soit annuler le contrat ou le reporter d'1 an? Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on leur livre leur bio. Donc c'est des signaux faibles de tassement, ça, tout ça. Ouais. Stéphane, donc tu es au cœur de toi, Régis, oui. au cœur de cette plateforme, cet écosystème, je crois que c'est un terme que tu aimes bien employer. Je suis au cœur du système. L'écosystème. Au cœur de la machine. Comment, à la fois, la plateforme que tu pilotes a géré la crise et quel regard tu portes sur la façon dont tous les opérateurs qui passent par Rungis ont géré la crise. D'abord, toi, comment ça s'est passé pour... Très modestement, je n'ai pas de différence avec mes collègues. J'étais là, le 15 mars 2020, dans le bureau du ministre, quand avec tous les autres grands distributeurs, la FNSEA, les producteurs et le marché de gros de Rungis, on a géré le premier confinement. Et on était là, et moi, ce qui me frappe sur ce premier confinement, parce que le deuxième confinement, on s'est adapté, ça s'est bien passé, et honnêtement, à part évidemment la restauration collective d'une part, d'autre part les gens qui servent principalement les restaurants de centre-ville, pour le reste, le secteur va bien. Mais sur le premier confinement, nous, ce qu'on a noté collectivement, et tout le monde l'a noté, c'est, on a eu une crise des volumes les premiers jours du premier confinement. C'est qu'on s'est retrouvé avec des stocks incommensurables de produits frais qu'il a fallu basculer sur des circuits de distribution où ils n'étaient pas destinés. Nous, Rungis, on est la centrale d'achat du petit commerce et des marchés de plein vent. Quand on a fermé les marchés de plein vent, notamment, et quand on a fermé la restauration, on s'est retrouvé avec des tonnes de fruits et légumes. Et à cette époque, notamment Thierry Cotillard d'Intermarché a joué le jeu, Monoprix a joué le jeu, Jean-Paul Mochet a joué le jeu. Jouer le jeu, ça veut dire C'est-à-dire qu'ils ont racheté à nos grossistes, alors que d'habitude ils rachètent à leur centrale d'achat, ils ont racheté à nos grossistes des produits qui sinon auraient été perdus et gaspillés. Donc ils ont raccourci, enfin ils ont dépanné. Oui. Moi je dois dire, je rends hommage à tout le secteur, il y a eu une vraie, pendant cette période, je ne sais pas si ça va tenir, mais il y a eu une vraie solidarité des acteurs de l'agroalimentaire pendant cette période. Un autre exemple, quand on s'est retrouvé en Île-de-France avec un maraîchage donc on n'était pas sûr d'écouler parce que les marchés étaient fermés et que la décision de l'époque a été assez triste de fermer les marchés de plein vent à la suite d'un mauvais reportage sur Barbès qui est quand même pas représentatif de tous les marchés de France. Et ça représente, les marchés de plein vent, ça représente 30% de la consommation de produits frais. Donc ça n'est pas rien. On pense toujours grande surface, grande distribution. Les gens vont quand même dans le commerce traditionnel et en matière de produits frais, je dis bien en matière de produits frais, eh bien ça représente une part non négligeable. Eh bien, quand on a fait ça, les acteurs locaux, la Chambre régionale d'Île-de-France d'agriculture, la région, le ministère, m'a dit mais comment on va écouler tous ces produits de maraîchage de la région? Et c'est là qu'on a créé un outil digital qui a cartonné, qui était Rungis livré chez vous, et où on a distribué par Internet des produits frais de la région, des produits locaux, aux gens qui étaient confinés. Mais j'avais promis... Et qu'est-ce qui a assuré la livraison ? Alors, on a été très bon. De manière, oui, raconte-nous mécaniquement comment. On a été très bon. On a pris une petite start-up qui s'appelait Califray, qui était sur le marché, qui servait la restauration, qui n'avait pas de travail. J'ai demandé au général qui gère le service militaire volontaire
de me mettre 2 sections. Donc on a eu 2 sections de jeunes du service militaire volontaire. Et on avait derrière des entreprises de logistique de première bourg, à savoir la STEF et Chronopost, qui ont distribué de façon impeccable en Ile-de-France. Jusqu'à monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et puis, on a arrêté. Alors, on va dire, mais pourquoi il n'y a plus Rungis livré chez vous? On a été correct. Moi, j'ai dit, à la fin du premier confinement, on arrête. On ne fait pas concurrence à nos réseaux de distribution traditionnels. Et donc, nous, on considère qu'on ne doit pas faire concurrence à nos clients traditionnels. Donc, à partir du moment où les marchés ont été réouverts, où l'économie est redevenue normale, mais on a arrêté Rungis livré chez vous. Et donc, ces exemples-là montrent quand même qu'il y a eu une vraie solidarité. C'est l'exemple de ce qu'expliquait Patrick tout à l'heure sur l'emboîtement assez naturel des échelles territoriales. Bien sûr. Sans dimension régalienne. Alors, il y a eu quand même une dimension régalienne, c'est que, et moi je veux lui rendre hommage, Bruno Le Maire a joué un rôle tout à fait considérable pour que les camions circulent dans cette organisation collective, parce que ça a été le début pour les patrons du travail en conf call de façon régulière. Là, ça s'est arrêté et je pense que c'était une bonne chose. On se retrouvait une semaine tous en conf call autour du ministre, les grands patrons de la distribution, des marchés de gros, de la production, et on disait nos problèmes. Moi, j'entends Christiane Lambert dire oui, on est très inquiet pour l'agneau pascal, on va quand même pas laisser les moutons grandir, etc. Donc, et la fraise, c'est là que ça s'est réglé. Et la fraise, ça s'est réglé. Entre guillemets, l'entente sur la fraise. La fraise. Mais parlons de la fraise. Le problème, et là d'ailleurs, dans la première partie des exposés qui étaient tous excellents, moi, ce qui me frappe dans cette journée, cher Président, c'est la différence entre la représentation et la réalité. Entre la manière dont on l'écrit et dans la manière dont on agit. Et la fraise est un bon exemple. La fraise, au milieu du mois d'avril, on a cette réunion de tous les acteurs et la FNSEA nous dit « Ah oui, la fraise, on est inquiet sur la fraise, les prix augmentent. Bon, en même temps, la fraise espagnole va débarquer alors que les camions ne pouvaient pas rentrer en France. » Et donc, moi j'ai calmé le jeu, j'ai dit « Mais c'est quoi les volumes sur la fraise française? C'était rien. » Parce que, je vous le dis, messieurs, dames, on ne produit pas de fraises au mois d'avril en France. Hein, le problème, c'est que les gens ne connaissent rien. Et donc, évidemment, et la fraise espagnole, ça n'est pas de la fraise. C'est un autre produit. Il faut arrêter de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et donc, clairement, il n'y a pas eu de crise de la fraise. Il y a eu effectivement sur la gariguette, parce que nous, avec les nouvelles du marché, les mercuriales, on suit les cours des produits. Il y a eu une petite tension sur les prix au début mai. Mais les gens doivent attendre. S'ils veulent manger de la fraise française, on a mangé de la fraise française cette année. Il faut la manger au mois de juin, point. Chantal et Pascal ont pas mal de questions, je crois. En fait, il y a deux questions que je vais lier parce qu'en fait, elles ont trait au changement et au constat des changements. Donc, il y en a une première qui vous concerne chacun. Quel était le niveau des investissements pour s'adapter à la crise et quelle est la part des investissements inévitables qui étaient liés à la situation sanitaire et de ceux qui vont être durables parce qu'ils induisent d'autres changements de pratiques et comment ces coûts supplémentaires ont été absorbés. Et une autre question qui, à mon sens, est un peu liée, à cause ou grâce au confinement, beaucoup de gens ont retrouvé le chemin de la cuisine maison avec plus de produits bruts, moins de produits transformés. Est-ce qu'à votre avis, c'est un changement qui est durable? Et comment vous l'intégrez dans vos stratégies? Comment vous l'intégrez? Christophe? Alors, concernant les investissements, ils ont été orientés surtout sur la protection
protection sanitaire des salariés et des clients. Hein. Donc c'est surtout là où on a mis les moyens qu'il fallait rapidement. Des investissements aussi autour des organisations, hein, aussi pour répondre au flux. Donc ça a été fait de ce côté-là. Après, sur des investissements matériels, vu le temps, c'était pas possible. Et l'absence de pérennité de la situation. Le deuxième sujet sur les produits bruts, donc on a effectivement eu une explosion de la vente des produits bruts du fait que les gens étaient à la maison. C'est quelque chose qui va être pour nous durable, puisque le télétravail va sans doute perdurer après cette crise, au moins à 1 voire 2 jours par semaine. Donc ça veut dire de cuisiner maison, ça veut dire des achats en proximité, donc ça risque d'être durable, et je l'espère, puisque les cuisines intégrées ont explosé, les ventes de cuisines intégrées et de robots culinaires, donc j'espère que les Français vont profiter de ces investissements longtemps. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi ce lien fort, de plus en plus fort, entre santé et alimentation, et un peu cette défiance sur les produits transformés, voire ultra transformés. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va être durable. Et ça aura cette défiance par rapport aux produits transformés. Si je prends le côté de vos 60 usines de transformation, qu'est-ce que ça va changer dans leur stratégie? Alors c'est déjà des choses sur lesquelles on travaillait. C'est déjà d'épurer les recettes de nos produits. On travaille sur 3000 recettes pour supprimer tout ce qui est additif et passer sur des produits plus naturels et français. Donc c'était déjà un chantier qui était engagé et qui va s'accélérer. Et sur le local, vous développez... Alors sur le local, c'est une des premières décisions qu'on a prises après le confinement, c'est qu'on a réduit notre assortissement national de 5% pour laisser plus de place aux produits locaux. Donc actuellement on travaille avec 5000 producteurs locaux et l'objectif c'est de passer à 15 000 producteurs locaux. On a créé un concept qui s'appelle Producteur d'ici, qui permet d'avoir une signalétique dans les magasins et de mettre en place en avant cette gamme de producteurs locaux. Et puis on a aussi lancé une plateforme digitale qui s'appelle geldesproducteurslocaux.fr et qui permet de mettre en contact les producteurs locaux et les magasins, et c'est ouvert à toute enseigne et à tout producteur. Voilà un petit peu les décisions qui ont été prises. Là, moi, je vais interrompre tout de suite. Vas-y. Parce que ça, c'est un sous-jacent. Et réponds pour Rungis. Mais je répondrai après. Mais je voudrais poser la question à nos téléspectateurs. De quoi le local est le nom? De quoi parle-t-on? Si le local, ce sont les produits français, oui, les produits français ont connu une certaine vigueur. Si le local en Île-de-France, c'est ça le local, c'est-à-dire la région d'Île-de-France, c'est une des régions les plus agricoles de France, mais on y produit très peu de produits qui se mangent. À moins qu'on ne mange que du cresson, des pommes de terre, un peu d'herbe de Provence. Et du blé quand même. Oui, mais le blé, il est transformé. On parle des produits bruts. Quand on parle de local, alors oui, voilà, de quoi le local est le nom. La farine, c'est quand même pas tellement transformé. Oui, ben alors c'est une bonne question. De quoi le local est le nom. Alors, c'est comme le terrain, on est tous le terrain de quelqu'un ou le local de quelqu'un. Oui, mais c'est vraiment... Alors Christophe, qui est mon ami... Un droit de réponse à Christophe. Je vais quand même le dire. Quand on va à la boulangerie et qu'on achète du pain, avec du sarrasin, du seigle, etc., on ne connaît pas la provenance de sa farine. Mais quand tu vas acheter ton pain, ton local, c'est le sourire de la boulangère ou du boulanger. C'est pour ça que j'y vais. Christophe ? Oui, le local, c'est d'abord français, tout à fait. Et puis le local, ça dépend des régions, effectivement. Il y a des régions qui sont productrices de viande, donc il y a beaucoup de viande locale. Il y a des régions qui sont productrices de fruits, c'est beaucoup de fruits locaux, etc. Et donc ça dépend du territoire. Et c'est vrai qu'en Île-de-France, il y a moins de production.
Mais il y a quand même un petit peu de viande dans le 77, il y a un peu de lait dans le 78, on trouve quelques Je vous bouscule un peu parce je voudrais respecter bien le timing, on a encore un peu plus de 5 minutes. Pour Jérôme? Pour revenir sur la question des investissements, je pense qu'il faut quand même parler des investissements digitaux. Vous en avez parlé. Et puis pour vous, c'est l'importance du télétravail, qui est une révolution pour la montée du télétravail. Ça, ce sont des investissements durables qui faisaient partie de notre plan d'investissement, mais qu'on a accéléré de telle sorte à pouvoir effectivement répondre aux différentes offres. Je reviens sur, effectivement, on parle du click and collect, du télétravail, mais nous, c'est aussi, je reviens sur le restaurant traditionnel, c'est la capacité de scanner son plateau et de ne pas passer par une file d'attente de telle sorte à pouvoir payer. Donc ça, ce sont des investissements qu'on a mis en place, qui sont durables et qui ont été accélérés par ces nouvelles demandes. Le deuxième point sur les produits bruts, effectivement, le fait que les gens étaient confinés, ils ont utilisé du produit brut, ça, pour moi, accélère le besoin de transparence et de savoir, mais quand je mange quelque chose qui a été transformé, comment ça a été fait. Et donc tout le travail, effectivement, sur les additifs, d'où ça vient, où est-ce que c'est transformé. Alors, nous, c'est notre métier, effectivement, la transformation, c'est pas d'amener des produits transformés et de les réchauffer. Il y a beaucoup de questions qui se passent et qui traversent entre le convive et le chef, de telle sorte à dire, mais comment vous avez fait ça, ça vient d'où et le produit vient d'où. Donc il y a vraiment une tendance effectivement pour les produits, mais également pour la restauration, mais qui va rester avec ce besoin de transparence et de comprendre d'où viennent les produits, les SICO, qu'est-ce que ça signifie, quel est le cahier des charges qu'il y a derrière, au-delà uniquement d'un logo. Et donc ça, c'est, je pense, très vertueux parce que ça permet de renforcer notre savoir-faire culinaire, de production de produits, de sélection de nos produits. Et la dimension locale, j'ai complètement par hasard vu il y a 3-4 jours sur Internet, vous recrutiez des animateurs locaux, des relais locaux. Des responsables filières. Des responsables filières, voilà, je me dis, tiens, je lui poserai la question. Tout à fait. Alors, l'achat en France, et j'insiste, effectivement, on va commencer d'abord par les produits français, parce que quand vous voulez en saison de la nectarine, il n'y en a pas dans les Hauts-de-France. En revanche, il peut y en avoir, effectivement, dans le sud-est et dans le sud-ouest, qui nous permet de l'apporter. Donc, effectivement, on va apporter une attention accrue à l'origine de nos produits, mais également au renforcement de nos filières, c'est-à-dire potentiellement avoir un niveau plus... Vous avez des craintes sur le sourcing, enfin, sur la régularité des approvisionnements Il y a différents éléments. C'est comme les convives sont sensibles à la qualité, à leur nutrition, à l'aspect santé de l'alimentation, ils veulent un peu plus de transparence. Nous, effectivement, avec ces filières qu'on souhaite créer, ça va nous permettre de pouvoir, d'une part, donner encore plus de transparence, parce qu'on saura complètement d'où vient le produit. Deuxièmement, effectivement, de supporter des filières qui en ont besoin en termes d'engagement de volume. C'est-à-dire que vous allez intéresser à tous les maillons en amont de votre... Qui permet de répondre à des attentes clients en termes de transparence, et puis nous de renforcer notre sourcing, également sur des produits sur lesquels il peut y avoir des problèmes de sourcing. On a parlé du bio, et effectivement aujourd'hui, la variable d'ajustement c'est le prix, mais ça a une limite. Donc il faut aussi donner de la visibilité sur les volumes qu'on souhaite acheter de telle sorte à pouvoir sécuriser l'ensemble de la chaîne. Mais comme il y a de plus en plus cette notion de qu'est-ce qu'il y a dans mes produits, quel est le cahier des charges de production, il faut accompagner les donc producteurs. l'affichage de l'origine, parce que vous êtes souvent accusé globalement, pas vous spécialement, mais la restauration collective, d'être un des lieux d'importation des viandes, notamment bovines et de volailles. On s'approvisionne en local. Disons-le, la restauration prend de la viande importée. Oui, et pourquoi? Parce que la viande importée est parfois meilleure. Moins cher. Meilleure. Il y a des éléments qualitatifs, effectivement. Il y a des éléments d'origine. Il y a des races à viande, effectivement, qui sont connues, mais il y a des races à viande françaises aussi, qui sont de très très bonne qualité et qu'on cherche à promouvoir. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, effectivement, sur lesquels on cherche à donner un peu plus de visibilité, avec toujours un équilibre de compétitivité-prix, qui reste quand même un élément critique pour les convives. Et face à la montée du télétravail... Aussi. Oui, bon, l'Angus, mais oui, effectivement. Le télétravail, donc, si on fait 5 repas de midi, une journée de télétravail, c'est 20%. On entend souvent dire que la norme, c'est 2 futurs, ce serait peut-être 2 jours
Et que, je lisais une statistique récente d'enquête qui a été faite, il n'y a pas tellement plus de gens qui télétravaillent qu'avant. Par contre, la durée à domicile est beaucoup plus grande. Le nombre de jours est beaucoup plus important. Et donc, pour vous, comment, face à une baisse prévisible de chiffre d'activité, de manière pérenne, enfin une pérennisation de cette baisse d'activité, comment les grands axes stratégiques sont rentrés dans les secrets, mais l'adaptation à ce contexte qui change radicalement? Alors, je pense que dans le premier confinement et dans le deuxième peut-être un peu moins, les gens effectivement étaient confrontés à se dire « je me remets à la cuisine, je retravaille ». Maintenant, quand ils sont en télétravail, pour certains de 8h à 19h, ils cherchent une offre de restauration qu'ils peuvent trouver dans leur environnement local, mais que nous, on est en train également de pouvoir proposer, parce qu'on pense qu'on a une vraie valeur en termes d'expertise nutrition, en termes de produits effectivement de compétitivité économique. M. Layani l'a rappelé, effectivement, on pense qu'on a des valeurs, même si le mix, effectivement, va être divers. Il va y avoir des produits bruts avec de la transformation. Il va y avoir potentiellement un basculement vers des offres de restauration locale, des restaurants, des boulangeries. Mais attention, là, il y a un impact prix pour le consommateur qui est important. Et donc, nous, on va effectivement aussi offrir de nouvelles offres sur ce sujet, de telle sorte à pouvoir accompagner les mutations inéluctables de la société et de l'environnement de travail. Sur ces questions, Christophe, le regard de l'agriculteur est peut-être plus celui du responsable d'entreprise de transformation, enfin de collecte et de transformation? Nous, l'investissement, clairement, c'est sur, pour ma ferme, c'est sur donc, du digital, le site internet qu'on a créé. On a profité du Covid pour anticiper. On devait le faire, mais du coup, on l'a fait plus tôt que prévu. Puis moi, c'est sur le local, ça va être sur de l'embauche de main-d'œuvre locale, parce qu'on n'en a pas parlé. Moi, je n'embauche que de la main-d'œuvre de ma région, 100% française. Je suis l'un des derniers maraîchers. Donc, s'il y a des volontaires qui nous écoutent. Je suis l'un des derniers maraîchers dans l'Oise, par exemple, pour la période des fraises, à prendre que les gens français, quoi. Parce que j'ai plein de collègues, ils ont arrêté, ils passent à de la main-d'œuvre polonaise, espagnole. Non, moi, je suis le dernier. Et pour moi, il y a tellement de gens qui ont des besoins à côté, c'est pas la peine d'aller chercher loin. En plus, ça crée du lien social et tout, c'est important. Donc, pour moi, c'est donc je rembauche là. J'ai justement, on est en période de recrutement. On va proposer un CDI pour une vendeuse, plus 2 saisonniers supplémentaires. Donc là, on est en train de regarder les CV qui tombent. Et puis pour ma coopérative, c'est plutôt des investissements dans les nouvelles attentes sociétales. Par exemple, on parlait de produits phytosanitaires et les attentes de nos meuniers, c'est de moins en moins d'insecticides. Ce que je peux comprendre. Hein. Donc voilà, on travaille sur des groupes froids, sur des espèces de climatisation. On envoie du froid dans le blé pour refroidir le tas de blé de manière à ce que les insectes ne se développent pas. Alors sur le principe, c'est sympathique. Néanmoins, il faudrait aussi que le prix soit payé parce que c'est des investissements assez lourds en termes de machines. Et d'un seul coup, quand on est face à un marché un petit peu concurrencé, parfois ils vont aller rechercher du blé qui est un peu moins cher plus loin. Pas forcément la même norme. On parlait de normes. Il faut que les normes soient les mêmes pour tout le monde, sinon on ne se bat pas à armes égales. Par rapport à tes clients, tu es considéré comme local à la France? Oui, par exemple, ils le vivent comme ça. Le blé, il sort de nos fermes. Et les grands moulins de Paris, pour ne pas les citer, la marque Francine, ils sont à Gennevilliers, ils sont à Verneuil-l'Étang. Nous, on a la coopérative à Verneuil-l'Étang. Il n'y a même pas un camion, c'est un tuyau, ça va jusqu'au moulin. Donc là, on ne peut pas faire plus local. Et ils le vivent comme ça, enfin, ça rentre dans la, oui, de temps en temps, conscience. De temps en temps, ils nous challengent un peu sur le prix. Hein. C'est pas parce qu'on est à côté que... Voilà. Mais non, globalement, ils nous considèrent comme un partenaire. Voilà. C'est important dans le monde agricole d'être respecté en tant que... Une relation de confiance dans la durée. Le mot de la fin, Stéphane, non, mais moi, à la fois sur d'abord, je vais répondre aux questions. Voilà, et la façon dont tu... à la fois pour Rungis et dont tu vois les opérateurs qui agissent sur Rungis, comment tu les vois évoluer demain? Oui, d'abord, on a calculé le coût du Covid pour les entreprises agroalimentaires. Nous, on a fait ce travail. C'est entre 1% de l'EBE et 1,5% de l'EBE. Il ne faut pas prendre le chiffre d'affaires, ce n'est pas un bon critère. Mais par exemple, pour nous, on a dépensé... Est-ce que 1%, c'est-à-dire pour de l'excédent brut d'exploitation. Mais pour la plateforme... Pour l'autorité gestionnaire. Pour l'autorité gestionnaire, d'accord. J'ai dépensé 1,5 million d'euros pour nettoyer mieux, mettre des barrières, mettre des masques, prendre des mesures prophylactiques, créer de l'informatique, gérer la... parce que c'est pas proportionnel à l'activité. Donc ça existe. Et c'est vrai pour les opérateurs du marché, puisque après, j'ai fait mon petit sondage, c'est entre 1% et 1,5%. Et je dois noter, cette année, c'est qu'on ne le retrouve pas dans les prix.
Donc les entreprises agroalimentaires ont fait un vrai effort, hein. Il faut le dire. Deuxièmement, on a continué d'investir, nous, autorité gestionnaire du marché, puisque j'ai investi entre 60 millions et 70 millions, les comptes ne sont pas encore terminés cette année, parce que je pense que quand il y a une crise, il faut continuer à investir, et c'est l'investissement qui crée les emplois de demain. Et ça, c'est très important. L'investissement sur les carreaux, dans les sur stockages, les carreaux, la modernisation des carreaux, des nouveaux outils, le froid, les bonnes pratiques. Tout ça, ça coûte de l'argent, et c'est très important de le continuer. Alors, pour répondre à la deuxième question, qui était la question sur les produits transformés, nous n'avons pas de produits transformés. Donc, on a fait, effectivement, pour ceux qui ont bien travaillé, une très belle année, une belle année, disons. C'est pas exceptionnel, mais 70% des entreprises de Rungis ont fait des volumes supérieurs en 2020 à 2019. Et je vais dire les secteurs qui ont surperformé. Les secteurs qui ont surperformé, c'est les fromages, avec vraiment un goût pour la raclette, la fondue et le vacherin Mont d'Or immodéré, ça a cartonné. Ensuite, alors donc là on est sur des augmentations à 2 chiffres. Je ne vais pas dire c'est indécent, mais on est sur des augmentations à 2 chiffres. Ensuite, les fruits et légumes ont eu une belle progression. Et enfin, la viande, c'est bien tenu car les bouchers parisiens, c'est lié à la boucherie. C'est-à-dire que quand vous avez un tiers de confiance comme le boucher, eh bien les gens ont confiance, ils ont besoin d'avoir un conseil et ils sont contents de savoir mieux faire leur blanquette de veau, leur coq au vin. Compris le boucher dans les rayons spécialisés de la grande distribution. Voilà. Il y a de plus en plus de vrais bouchers. Hein. Pour répondre à la question sur le bio c'est plutôt bien comporté, c'est supérieur à 10%. Je ne peux pas donner le chiffre qui est un peu... Donc ça marche bien, hein. Et les produits locaux, c'est pareil. Le local se porte très très bien. Alors pour toi, c'est quoi un produit local? Je te renvoie la question que tu posais tout à l'heure. Alors, pour moi, je prendrais la définition du ministre. Un produit local, c'est un produit français. Puisque, pourquoi... Quand tu as 20 millions de consommateurs que tu nourris, c'est forcément un territoire. Parce que le produit local pour un francilien, c'est à au moins 150 km autour de Paris. Et 150 km autour de Paris, on va jusqu'en Normandie, jusqu'à Rouen, jusqu'à Orléans, sans doute à Sancerre, etc. Et donc en réalité, si on voulait avoir une définition du local, il faut connaître les besoins alimentaires des franciliens. Si on considère que les produits locaux ne sont que les produits de sa région, ça marche forcément dans des petites régions. En Auvergne, il n'y a pas de sujet. En Île-de-France, les produits proprement locaux représentent exactement, c'est des chiffres de la DRIAF, 1,59% des besoins alimentaires. Donc ça ne marche pas. Donc le local, c'est une autre manière de contourner l'interdiction de dire produits France, de faire de la publicité sur les produits français dans l'Union européenne. Et donc je trouve ça très bien. Et on est un très beau pays. Alors, j'ajoute, puisque la question de la viande a été exposée, la viande, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'on ne le décrit habituellement. C'est sûrement une des filières les plus complexes à comprendre. Parce que, en fait, il y a des échanges dans tous les sens. Nous, en Île-de-France, on mange essentiellement des quartiers arrière. Mais mes grossistes, ils achètent des bêtes entières. Donc, ils réexportent tous les quartiers avant vers des pays qui les mangent, qui sont souvent des pays... Avec le hachis, on consomme quand même de plus en plus de quartiers avant. Hein. Avec le hachis. Alors, nous, on n'est pas dans ce sujet-là. Hein. C'est vrai que... Peut-être ce qui passe dans tes carreaux. Tu as raison, Jean-Marie. Mais nous, on est dans la viande. Parce que de globalement, boucherie. au niveau français, on a l'équilibre est plutôt dans l'autre sens aujourd'hui. Tu as raison. Tu as raison. Mais en tout cas, nous, ce qui se passe, c'est que clairement, il y a des échanges intracommunautaires sur les viandes qui sont très importants. Y compris, je vais vous donner un exemple en matière qui est peu cité en matière de triperie.
les produits tripiers, les pays différents de l'Union européenne n'aiment pas les mêmes morceaux. Ah, par exemple, on vend peu de cœur en France, et en Grande-Bretagne, ils adorent le cœur. Et donc, on exporte du cœur, on leur importe des riz oreilles de porc au Vietnam. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus dans cette... moi, je suis très favorable, évidemment, à la souveraineté alimentaire, mais la souveraineté alimentaire, elle aussi, elle nécessite une définition. Moi, je pense, un peu comme Sophie, que c'est la capacité à contrôler la qualité de notre alimentation avec des produits de terroir, des produits de terroir français, mais aussi de terroirs internationaux. Et il est très important que la réflexion, vous êtes l'Académie d'agriculture de France, donc c'est important que la réflexion s'améliore sur ces sujets, parce que, bien évidemment, les gens disent un peu tout et n'importe quoi, alors que le sujet agricole est un sujet éminemment complexe. Éminemment complexe. Même la pomme. Moi, je vois bien la pomme. La pomme, c'est un sujet très important, mais la pomme, on est parmi les plus gros producteurs de pommes. On en exporte énormément. C'est l'un des rares fruits qu'on exporte. Exactement. En volume. Mais on en importe aussi en contre-saison, et les gens ne vont pas arrêter d'acheter des pommes au cours de l'année. Le mot de la fin, Stéphane ? Le mot de la fin ? Le mot de la fin, moi je dirais que... je le laisse à Christophe s'il le souhaite, c'est mon ami. Mais le mot de la fin, c'est d'abord le secteur agroalimentaire, toute la chaîne agroalimentaire a été extraordinaire pendant cette crise. Vous n'avez pas entendu trop de bisbilles. Ça, on a travaillé en équipe et en meute, et c'est quand même mieux pour le pays. Et du reste, on n'en entend plus parler, il n'y a plus de crainte là-dessus. Il y a une confiance qui est retrouvée sur la chaîne alimentaire. Exactement, les gens se parlent. Il y a eu des sujets, bien sûr. C'est normal qu'il y ait des négociations. Si dans 15 jours, on arrête la phase de négociation. Voilà, ça c'est normal. Je n'ai pas posé de questions à Christophe sur voilà, ça se passe dans les box en ce moment. Mais ça. Tout le monde dit que c'est chaud. Quoi, que ça... Et deuxième chose que je voudrais dire, Jean-Marie, c'est que nos consommateurs ont retrouvé le sens de la qualité des produits. Ils sont revenus à la qualité. Nous, on a gagné énormément, et quand je dis nous, j'y mets le commerce de détail, le commerce de plein vent, des parts de marché fantastiques. C'est pour ça qu'on a signé notamment un accord avec Monoprix, où on trouve des produits locaux d'Île-de-France de qualité dans les Monoprix. Et donc, clairement, je crois que ces deux sujets, la qualité, la solidarité, c'est ça qui nous permettra de continuer vers la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire, si les acteurs de la chaîne arrivent à s'entendre, nous serons capables de nourrir les Français mieux et avec des produits français. Ok, merci. Tu as interpellé l'importance de la réflexion au niveau de l'Académie, donc ça me fait la transition pour passer la parole à Constant, secrétaire perpétuel, sur le mot de la fin. Et tout le monde devant ses écrans, il a évolué. On vous applaudit. Merci beaucoup de votre participation très active. Bien, écoutez, c'est à moi que revient à faire les mots de la fin, après ceux déjà prononcés, notamment par Stéphane à l'instant. Donc c'est comment, d'abord, quand on est face à ces intervenants, quand on est face à tous ceux qui nous écoutent, c'est de se dire d'abord nos remerciements aux partenaires, le Crédit Agricole et la FNSCA qui nous reçoit et assure la régie avec compétence. J'espère que vous le mesurez, vous qui êtes encore loin. Aux membres du comité d'organisation et surtout Jean-Louis Bernard, parce que il y a eu toujours difficulté entre est-ce que monsieur, madame, un tel vont pouvoir, etc. Réhabiller, refaire les programmes. Donc c'est toujours un peu un travail de Pénélope. Donc remerciements vraiment à Jean-Louis, notre président 2019, aux membres de l'Académie, parce que sans eux, sans nos assistantes, sans Christine qui est dans la salle, chargée de communication, et surtout merci aux intervenants. Vous avez vu la qualité de cet après-midi. C'est ce que j'ai reçu en SMS, messieurs. Donc, merci à vous.
Et surtout, merci aux participants nombreux, diversifiés, mais on est bien désolé. On est en distanciel. Vous avez vu que parfois la salle prenait la parole. Bon, je sens que vous auriez eu aussi envie de prendre la parole, mais pandémie oblige, il fallait passer à autre chose. 2021, oui, c'est une année peu banale dans l'histoire des hommes. Pour nous, Covid-19, on en a fait notre thème après l'édition 2019, l'agriculture face au changement. Et à l'époque, on parlait d'agri-bashing, ce terme franco-anglais, c'est même pas anglais. 2020, le métier d'agriculteur face à la transition agroécologique, transition écologique. Et puis 2021, avec ce colloque placé sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui est aussi le président d'honneur de notre académie. Alors pourquoi Covid-19 ? Pourquoi ce thème ? Bon, alors l'histoire du coronavirus, avec quelles hypothèses ? Bon, voilà, on sait aujourd'hui que ce serait donc plutôt bien apparu dans la nature, chez les chauves-souris. L'hypothétique animal intermédiaire, ça on ne le connaît pas encore. Et bon. Mais une chose c'est sûr, reste sûre, c'est la proximité entre la vie sauvage et l'homme qui a facilité cette zoonose. Voilà, comme le rappelle une étude publiée ce vendredi dernier. Pandémie, c'est aussi, regardons l'histoire de l'humanité, je ne vais pas remonter au néolithique, mais la peste transmise par une puce est connue dès l'âge du bronze, celle de Justinien au VIe siècle. L'Empire romain a perdu la moitié de sa population. La moitié, et on dit que sans doute que le monde arabe a pu, à l'époque, conquérir des territoires, pour dire que ce n'est pas sans conséquence. La peste noire au XIVe siècle, et puis on se souvient aussi des Amérindiens, qui après Christophe Colomb, Christophe Colomb est arrivé, mais aussi avec la variole, qui était pourtant un virus connu depuis au moins 1000 ans. Certains ont émis même l'hypothèse que Ramsès V, mais on n'a pas vérifié, même s'il y avait des pustules sur sa peau. Les infections virales donc, sont liées, quand on le voit, à l'histoire de l'humanité, à la sédentarisation, à la domestication, aux concentrations humaines. Rappelons-nous toutes les épidémies dans les villes, et comment on est passé à la poubelle du nom du sous-préfet créateur, aux échanges commerciaux, la route de la soie en a été une, et aux proximités avec la nature. Alors je vous recommande L'homme façonné par les virus, qui est écrit par Frédéric Tanguy et Jean-Nicolas Tournier, qui sont vraiment instructifs, il vient de paraître. Vient de paraître aussi, encore il y a quelques mois, mais on vous l'a rappelé, cet ouvrage collectif de l'Académie de l'agriculture de France, sorti en septembre 2020 aux Presses des Mines, à suite tout un travail d'un forum dès avril dernier, et plus de 60 confrères, consoeurs de l'Académie ont fait cet ouvrage que je vous recommande aussi, parce que vous y retrouverez bon nombre de thèmes. Aujourd'hui, état de l'agriculture 2021, post-Covid, global ou local. Alors là, bien sûr, on va dire qu'il y a un paradoxe entre global et local. Vous avez vu déjà la difficulté à expliquer le local. Quelle définition on en donne ? Chacun a ou son petit terroir, ou sa vallée alpine, ou encore sa nation. Mais regardons la réalité. Réalité, c'est une globalité de nos échanges. Un certain commissaire, ancien commissaire, qui a été directeur général de l'OMC, l'ami, disait, voilà, on est quand même dans cette globalité de nos échanges. La pandémie, aujourd'hui, elle est mondiale, elle dépasse le local. Et quand on regarde les solutions, les réponses à y donner, recherche de vaccins, la recherche, c'est du niveau mondial. Donc, soyons là aussi dans ce paradoxe global, local, assez clair. Et on a bien vu que, à travers les intervenants, j'ai bien aimé comment d'abord penser et agir local et global, ensemble, les mots qui ont été dits par tout à l'heure Patrick Caron, mais c'est aussi tout ce qu'a dit notamment Sophie de Vienne, comment, pour assurer cette transition agroécologique, comment avoir des leviers suffisants de relocalisation alimentaire, mais on a plutôt parlé de relocalisation
de système alimentaire. Donc s'il y a un deuxième terme à retenir, c'est bien ce problème de système alimentaire qu'il convient de prendre. Et puis c'est aussi sur la souveraineté. Comment retour au local, c'est souveraineté. Mais quand on regarde souveraineté, on voit aussi que vous avez parlé de qualité. Le retour à la qualité des aliments, comment on est attentif, comment le consommateur est de plus en plus attentif à ce qu'il mange. Et j'ai bien aimé la phrase tout à l'heure qui a été utilisée, je connais ce que je mange, mais en fait on dit aussi je suis ce que je mange. Donc on a bien cette identité, comment cette demande sociale s'est opérée, et comment vous les distributeurs, les producteurs, la plateforme, vraiment vous avez fait vraiment preuve d'innovation, preuve de flexibilité pour que l'offre s'accroisse, que vous adaptiez. Et j'ai bien aimé qu'en période de crise, le mot que Stéphane, tout à l'heure, vous avez repris, le mot de solidarité. C'est bien une solidarité de la chaîne de distribution, de transformation, de consommation, et comment cette chaîne elle a été solide. Et je dirais que dans cette conclusion que je pourrais donner, c'est comment la sécurité alimentaire est liée à la sécurité sanitaire. Et vraiment là où vous avez montré, à travers, y compris les réflexes de nos concitoyens, comment vous avez su y répondre. Et vous avez même su y répondre aussi, j'ai noté quand même c'est 800 millions de personnes qui restent toujours malnutries, et comment, y compris dans ces périodes, les gestes de solidarité ont été maintenus. Global donc ou local, vous avez essayé d'y répondre collectivement. Collectivement, on voit que penser et agir global, système alimentaire résilient. Et puis j'ai repris une phrase que j'ai repérée il n'y a pas très longtemps, d'Edgar Pisani. Nous aurons besoin de toute façon de tous les agriculteurs du monde pour nourrir le monde. Donc soyons là aussi solidaires entre le local et le global. État de l'agriculture est maintenant après. Notre président a tout à l'heure annoncé quelques séances qui avaient été faites, il y en aura d'autres. Donc au programme 2021, vous avez toujours chaque mercredi en webinaire avec Agrinium, qui est notre partenaire là aussi, de comment vous pouvez suivre les réflexions qui sont au sein de notre académie. Bien sûr, après, il y a aussi l'acte 4, la 4e édition à construire pour notre rendez-vous de 2022. Et paradoxe ou coïncidence, en 2022, c'est l'année Louis Pasteur, né à Dole le 27 décembre 1822, son bicentenaire de naissance. Donc là aussi, il y a un moment donné où les gens se posaient la question de comment les gens sont infectés. Relisez justement le livre que je vous ai cité, l'infection, d'où elle venait. Et on a découvert le microbe, et comment un microbe, ensuite les vaccins, etc. Donc il y a vraiment une révolution, et comment la science, elle a pu s'implanter. Et ceux qui connaissent l'adjoint de Pasteur, quand il a demandé l'obligation de vaccination en 1905, je crois, contre la variole, pour que la variole soit éradiquée. Donc soyons là aussi à la fois modestes sur le comment faire, mais sachons apprendre de notre histoire, sachons apprendre de la science, qui est une science en marche, et comment vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Merci de votre participation, et depuis 260 ans, une passion, connaître, une ambition, transmettre. Merci à tous.